le magazine Historia vous invite à découvrir les mercredis de l'histoire. L'Afrique du Sud, une terre de contraste. Une terre sauvage et inconnue où se sont croisés explorateurs, aventuriers et colons. Une terre âprement disputée dont l'histoire est jalonnée de combats. Une histoire façonnée par le rêve d'une vie meilleure, pour les Noirs et les Blancs. Comment les Sud-Africains sont-ils parvenus à surmonter leurs différences ethniques et culturelles? We will succeed. Et à faire du pays du Cap de Bonne-Espérance une terre d'espoir. L'Afrique, berceau de l'humanité. Contrairement aux croyances des premiers Européens qui s'élancent à sa conquête, le continent africain n'est pas inhabité. L'Europe ignore tout des Africains. Les peuples indigènes ne connaissent pas l'écriture, mais ils ne sont pas les sauvages primitifs que les Blancs, persuadés de leur supériorité, se plaisent à imaginer. À partir de 1652, l'arrivée des Européens va imprimer à l'histoire de l'Afrique du Sud une nouvelle direction. Otchoumato est le chef d'une tribu de Khoikhoi établie à la pointe de l'Afrique du Sud. La présence de ce navire de commerce ne le surprend pas. Régulièrement, les équipages européens jettent l'ancre pour faire étape face au cap de Bonne-Espérance. Cette fois, l'arrivée de ce bateau va pourtant tout changer. Longtemps, la route des navigateurs européens s'arrête à la pointe sud du continent africain. Leurs navires se heurtent à la violence des courants qui se forment ici, à ce carrefour maritime entre l'océan Atlantique et l'océan Indien. En 1488, l'explorateur portugais Bartolomé Diaz est le premier à franchir ce promontoire tumultueux qu'il baptise aussitôt Cap des Tempêtes. Mais le roi du Portugal, qui voit dans ce succès un heureux présage, préférera le nom de Cap de Bonne-Espérance. La voie maritime vers l'Inde est ouverte. Pour l'Europe, un rêve ancien se réalise. Les pays européens se lancent à la découverte des océans et du monde. Le Portugal, l'Espagne et la Grande-Bretagne fondent leurs futurs empires coloniaux. Dès le XVIIe siècle, ils sont rejoints par les Pays-Bas, qui étendent leur influence commerciale dans l'océan Indien. Mais depuis l'Europe, le voyage est long et contraint les navires à une étape de ravitaillement à mi-parcours. Ce sera le cap de Bonne-Espérance. Depuis plusieurs années, les navires de commerce européens y jettent l'ancre pour renouveler leurs provisions. Régulièrement, des vaisseaux viennent mouiller près de la côte et des campements anglais et hollandais s'établissent sur le rivage. Pour les Khoikhoi qui vivent à proximité du Cap, le commerce avec les Européens est une manne bienvenue. Otchoumato, chef d'une tribu Khoikhoi, a appris l'anglais à bord d'un navire de commerce britannique où il a séjourné 2 ans. Il devient l'intermédiaire privilégié des Anglais en Afrique du Sud. Mais très vite, tous les Européens s'adressent à lui, notamment les Hollandais. Otchoumato coordonne l'approvisionnement des équipages et supervise le troc. Les Khoikhoi fournissent aux marins hollandais tout ce dont ils ont besoin. La plupart des Khoikhoi, établis en bord de mer, vivent de la pêche. Les Hollandais les surnomment les coureurs de rivage. Sur la côte de Steele Bay subsistent quelques vestiges des pièges à poissons utilisés par les Khoikhoi puis par les Européens. La méthode de pêche est simple, mais efficace. À marée haute, les poissons sont entraînés dans les bassins par l'afflux des eaux. Quand la mer se retire, ils y restent emprisonnés par les murets en pierre. Le poisson fait partie des marchandises que les Khoikhoi échangent avec les Européens. En 1652, tout va changer. La plus importante entreprise de négoce de l'époque, la Compagnie néerlandaise des Indes orientales, lance une nouvelle expédition. Et cette fois,
le but n'est pas les Indes, mais le Cap. Le 6 avril 1652, les navires hollandais entrent dans la baie de la Table. Leur voyage s'arrête ici. Les équipages sous la conduite de Jan van Riebeeck ont pour mission de construire une base de ravitaillement. Les instructions sont les suivantes. Une fois prises les dispositions nécessaires à votre défense, vous rechercherez les terres les plus fertiles, afin que vos futures plantations prospèrent au mieux. Jan van Riebeeck est tenu de rendre des comptes à la compagnie et d'établir des rapports détaillés sur les progrès accomplis et les obstacles rencontrés. Il dispose de prérogatives importantes. Il est habilité à signer des traités, acquérir des terres et même à mener des guerres. La Compagnie des Indes orientales était une compagnie commerciale qui cherchait à faire des profits. Mais elle était atypique, dans ce sens que le gouvernement néerlandais, pour faire régner son autorité dans les colonies, lui avait délégué des pouvoirs quasi étatiques. 90 employés de la Compagnie des Indes orientales débarquent au Cap. Ils ne sont ni agriculteurs, ni instituteurs. Ce sont des officiers, des marins, des administrateurs et des artisans. Au début, leur attitude est nettement plus réservée que celle des autres puissances coloniales européennes. Riebeeck ne représente pas un État qui convoite de nouveaux territoires, mais une société par action dont le but est de réaliser des profits. Jan van Riebeeck veut faire du commerce et il se tourne tout naturellement vers les Khoikhoi. Ceux-ci sont habitués à la présence des Blancs et ils abordent ce nouvel interlocuteur sans appréhension. Mais avec le temps, le commerce du bétail se complique. À mesure que le séjour des Hollandais se prolonge, les Khoikhoi se désintéressent de plus en plus du cuivre qu'on leur propose. Au début, ils acceptent d'être payés en tabac, mais très vite ils sont gagnés par l'impression de céder leurs bêtes à un prix inférieur à leur valeur. Or le bétail est la base de leur existence. Les besoins exponentiels en bétail des Européens effrayent les Khoikhoi. Le nombre de leurs bêtes diminue rapidement. Ils comprennent bientôt que ces nouveaux arrivants n'ont pas l'intention de repartir de sitôt. Leur attitude reste pourtant bienveillante, car eux aussi espèrent tirer profit de ces échanges commerciaux. Les Khoikhoi sont pour la plupart des bergers nomades. Leur richesse se mesure au nombre de vaches et de moutons qu'ils possèdent. Selon les saisons, ils s'établissent sur les meilleurs pâturages, à proximité des points d'eau ou des rivières. Depuis des millénaires, les sources et les fleuves sont pour eux des lieux animés par des énergies surnaturelles. À Driekops Island, des archéologues ont découvert de mystérieux symboles non loin d'une chute d'eau. Sur une surface de près de 100 mètres carrés se trouvent rassemblés des signes et des figures allégoriques taillés dans la roche il y a des centaines d'années. Les archéologues supposent qu'ils sont l'œuvre des Khoikhoi. Dans les croyances des Khoikhoi, les points d'eau ou les rivières sont souvent occupés par un esprit aquatique, représenté par un serpent d'eau ou un serpent terrestre. Quand ils donnent des noms à ces endroits, les Khoikhoi les associent souvent à ces esprits dont ils croient reconnaître les traces dans les contours des paysages. Ce qui est étonnant ici, c'est qu'il s'agit d'une étendue rocheuse parfaitement lisse qui a sans doute été interprétée comme un serpent d'eau. Les symboles ne sont pas répartis uniformément. Ils sont plus nombreux à certains endroits qu'à d'autres. Ces formes et ces signes ont vraisemblablement été gravés dans la roche selon des règles transmises de génération en génération. L'archéologue David Morris cherche à comprendre la signification de ces symboles. Pour lui, ils correspondent à un rite particulier des Khoikhoi.
Quand on étudie les rites qui ont pu avoir lieu ici, à un endroit où les symboles gravés sont périodiquement recouverts d'eau, on pense assez vite au rite de la puberté féminine. Les femmes âgées qui étaient chargées des cérémonies rituelles conduisaient les jeunes filles jusqu'à cette source. Elles dessinaient des formes géométriques sur les visages des jeunes filles. On peut penser que plus tard, ces motifs ont été gravés à l'endroit où ces rites avaient lieu. Les Européens du Cap se désintéressent de la vie des Khoikhoi. Ils ne leur sont utiles que pour subvenir aux besoins de leur vie quotidienne. La petite colonie s'établit peu à peu. Les Hollandais commencent à penser à l'avenir. Riebeck ressent le besoin de prendre à son service un traducteur de confiance pour l'assister dans son travail quotidien. C'est ainsi que le foyer des Riebeck accueillera Krotoa, une Khoikhoi qui se trouve être la nièce de Otchumato. Nous l'avons rebaptisée Eva. Attachée au service de l'épouse du commandant, elle vit désormais ici et commence à parler le néerlandais avec une certaine aisance. C'est ce qu'écrit le secrétaire de Riebeck en janvier 1656, 2 ans après l'arrivée de Krotoa dans le foyer des Riebeck. La compagnie aménage un verger pour fournir en produits frais les équipages des vaisseaux qui font escale au Cap. Les voyages vers l'Asie durent plusieurs mois et entraînent chez les marins des carences parfois mortelles. Le réapprovisionnement en fruits et légumes à mi-parcours est vital. De plus, la compagnie ne veut plus dépendre du bon vouloir des habitants du Cap. Elle engage un horticulteur. Celui-ci plante des asperges hollandaises, des artichauts, des pommes de terre du Brésil, des arbres fruitiers et des baies, ainsi que des chênes et des frênes pour le bois de construction. Un système d'irrigation permet d'alimenter les plantes en eau, même durant les périodes les plus sèches. Une partie de l'économie de cette petite colonie reposait sur le commerce avec les équipages des navires qui faisaient escale. Les colons fournissaient aux marins logement et nourriture et tout ce dont ils avaient besoin. Quand une flottille jetait l'ancre, la ville se remplissait de marins en quête d'un endroit pour dormir, pour manger, pour se saouler et pour faire ce que les marins font habituellement quand ils vont à terre. Et dans ces moments-là, j'imagine que les femmes du Cap, en plus de leur rôle de mère et de grand-mère au sein de leur famille, rendaient également toutes sortes de services. Quand leur temps de service est achevé, la plupart des employés de la compagnie rentrent en Europe. Mais certains restent. Dans leur nouvelle patrie, les mariages, les naissances et les enterrements font rapidement partie du quotidien. Les biens personnels sont consignés dans des registres qui permettent aujourd'hui de se faire une idée du dénuement dans lequel vivaient les premiers colons. Ces listes devaient être le plus simples possible. Les tenants du registre notaient le nombre de pièces d'une maison et le mobilier qui s'y trouvait. Dans telle pièce ceci, dans telle pièce cela, et ainsi de suite. Pour distinguer les différentes pièces, ils disaient celle de gauche, celle de droite, au rez-de-chaussée ou à l'étage. Grâce à ces documents, on peut reconstituer la manière dont les espaces des maisons étaient agencés et se faire une idée de la vie quotidienne dans un foyer. Les Hollandais qui choisissent de rester au Cap s'installent définitivement. Ils ne rentreront plus au pays. Les demeures qu'ils construisent rappellent celles de leur ancienne patrie. Ils se font envoyer depuis les Pays-Bas le matériel dont ils ont besoin. Leur vie est austère, sans luxe inutile. Leurs maisons ont peu de pièces et un seul foyer. La douceur du climat n'est pas la seule raison qui incite les colons à rester en Afrique. Ils ont également l'espoir de s'élever par le travail à un rang honorable au sein de cette nouvelle société. Dans tous les corps de métier, la demande est forte et la concurrence limitée. Dès l'an 1700,
la plupart des Blancs qui vivent au Cap y sont également nés et considèrent ce pays comme leur patrie. Leur culture européenne se matine d'influence africaine. Progressivement, ils se soustraient au contrôle de la compagnie. Pourquoi trouvait-on dans certaines maisons des choses en quantité anormale? Des choses très étranges, comme des cartes à jouer ou des arrosoirs. Pourquoi les gens en possédaient-ils autant? L'explication est que de nombreuses familles de colons menaient des activités commerciales privées, indépendamment de la compagnie. Et ce travail était principalement dévolu aux femmes. Chez les colons, tout le monde travaillait. Leur vie était vraiment très dure. Les querelles d'héritage et les mises sous séquestre ne sont pas rares. Les registres témoignent des conséquences matérielles de certains coups du sort. Une femme, dont le mari est emprisonné pour escroquerie, voit ainsi l'intégralité de ses biens confisqués, sauf son toit, son lit et son rouet. Pour d'autres, en revanche, les espoirs d'ascension sociale se réalisent. Ils accèdent à une prospérité et une respectabilité qui en Europe leur étaient refusées. Mais ils demeurent profondément attachés aux traditions européennes et aux valeurs chrétiennes. Leur mode de vie reste hollandais. Pour Krotoa, c'est un univers inconnu. Elle découvre des impressions et des expériences nouvelles. Son séjour chez les Hollandais la métamorphose. En peu de temps, elle assimile le style de vie des Européens. Les habitants de l'intérieur des terres n'ont pas encore réalisé qu'un groupe d'Européens est en train de s'installer définitivement au Cap. Ils ne vont pas tarder à être confrontés à cette réalité nouvelle. Les peuples du Nord-Est appartiennent tous à la même famille linguistique, les Bantous. Ce sont les Xhosa, les Zoulous et d'autres encore. Ils vivent de l'agriculture et de l'élevage. En se déplaçant vers le sud, ils ont repoussé les Khoikhoi et les San, deux peuplades parfois regroupées sous l'appellation de Khoisan. Avant l'arrivée des Blancs, de vastes étendues de ce qui est aujourd'hui l'Afrique du Sud sont habitées par un peuple de chasseurs-cueilleurs, les San. Les San sont les premiers habitants du sous-continent. Grâce à la génétique, nous savons que leurs origines remontent au début de l'humanité. Ils font partie des plus anciens peuples de la Terre. Pendant des millénaires, ils ont perfectionné leur aptitude à lire les empreintes. Eux-mêmes n'ont laissé que peu de traces. Les peintures rupestres sont les seuls témoignages de leur culture. Elles sont principalement visibles dans le massif du Drakensberg. Au sommet des montagnes, sous des escarpements rocheux, ils ont tracé leur testament à même la pierre. Ces peintures ont longtemps été interprétées comme des œuvres d'art primitifs, des représentations de la vie quotidienne des San. Cette peinture est pratiquement un lieu commun de l'art rupestre des San, un chasseur qui poursuit une proie. On le voit décocher une flèche sur une antilope. Pourtant, moins de 1% des peintures de ce site représentent des chasseurs San lançant des flèches sur des animaux. Est-ce qu'ils chassent de la viande ou est-ce qu'ils sont en quête d'autre chose? En examinant les autres peintures rupestres où l'homme et l'animal sont représentés, on se rend compte que pour les San, les animaux ne sont pas uniquement source de viande, mais qu'ils sont aussi source de spiritualité. Est-ce que ce chasseur qui poursuit son gibier chasse de la nourriture ou est-ce qu'il chasse de la force spirituelle? Et ici, tout porte à croire qu'il est en quête de force spirituelle. Aujourd'hui encore, les San maîtrisent les techniques de chasse ancestrales. Ils sont capables de traquer un animal jusqu'à son épuisement complet. Ce sont par ailleurs d'excellents archers.
Les San enduisent leurs flèches de poison. Le gibier est rapide et souvent les chasseurs n'ont le temps que de décocher une seule flèche. Dans le massif du Drakensberg, les peintures rupestres des San sont visibles à plus de 500 emplacements différents. Les plus anciennes datent d'il y a plus de 2000 ans. Les chercheurs ont découvert des milliers de ces peintures dans le sud de l'Afrique et ils sont convaincus qu'ils en trouveront d'autres. L'archéologue Ben Smith se consacre à l'art rupestre depuis de nombreuses années. Avec l'aide de ses étudiants, il répertorie et tente d'interpréter ses découvertes. Les peintures du Game Pass Shelter sont parmi les plus étonnantes qui soient. Un animal y est particulièrement présent, c'est l'élan du Cap, la plus grande antilope d'Afrique. Pour les San, cet animal revêt une signification particulière. Ce qui nous a beaucoup intrigué à propos de l'art rupestre des San, c'est pourquoi leurs peintures se concentrent sur certains endroits précis au lieu de se répartir sur toute la surface disponible. Nous avons analysé les pigments en prélevant des échantillons pour déterminer leurs composants. On a découvert que ces pigments contenaient du sang. Le sang de l'élan du Cap était utilisé comme un colorant. Pour les San, la force de l'élan du Cap réside dans son sang et dans sa graisse. Et ils ont peint des élans les uns par-dessus les autres en les superposant pour s'emparer de leur force et pour la transmettre aux rochers. Pour eux, c'était une manière de créer des lieux d'énergie. Quelques années après leur arrivée, les Hollandais effectuent leurs premières incursions à l'intérieur du pays. Faute de pouvoir acheter du blé au Khoikhoi, ils sont obligés d'en cultiver eux-mêmes. Mais les premières récoltes sont insuffisantes pour renoncer totalement à l'importation de céréales. Les Hollandais ont besoin de terres cultivables pour accroître le rendement. Ils commencent par explorer les alentours de leur colonie et à défricher de nouvelles terres. Ce faisant, ils empiètent de plus en plus sur le territoire des Khoikhoi. Les premiers conflits viennent sans doute de disputes au sujet des terres. Les Khoikhoi étaient un peuple de bergers. Pour leur bétail et leurs moutons, la terre était une ressource essentielle. Ils avaient besoin de pâturage et d'eau, et aussi de pouvoir se déplacer en fonction de la fraîcheur des pâturages et en fonction des points d'eau. Quand les Hollandais ont commencé à occuper le terrain, ils ont limité la liberté de déplacement des Khoikhoi. Jan van Riebeeck demande à la compagnie de permettre aux colons de travailler à leur propre compte. L'autorisation lui est accordée à condition qu'il recrute les futurs agriculteurs parmi les employés de la compagnie. On leur remet une parcelle de terre et des semences. Ils deviennent cultivateurs indépendants. Ils doivent vendre à la compagnie la majeure partie de leur récolte, le reste leur appartient. L'expérience s'avère concluante et la compagnie des Indes orientales fait venir de nouveaux colons qui formeront un nouveau groupe de Blancs au Cap, les citoyens libres. L'apparition de cette classe, dite des citoyens libres, marque un tournant dans l'histoire de la colonie. C'est le moment où la modeste communauté destinée à approvisionner les bateaux de la compagnie devient une véritable colonie. La compagnie a besoin de plus en plus de bétail, mais ces exigences ne sont pas sans conséquences. Les Khoikhoi volent très souvent le bétail qu'ils viennent de troquer. Riebeeck décide de faire labourer les abords du terrain de la compagnie. Nous planterons des amandiers, des ronces et des épineux à croissance rapide et compacte, pour empêcher que l'on puisse faire circuler secrètement des bœufs ou des moutons. Nos cultures céréalières et arboricoles, ainsi que l'ensemble de notre territoire, seront ainsi protégés des incursions des Hottentots. Les Khoikhoi, que les Blancs désignent volontiers du sobriquet de Hottentots,
constituent une menace potentielle en cas de conflit. Les Européens, qui se considèrent comme la population dominante, prennent conscience de leur infériorité numérique. Cette idée ne les quittera plus. La tension qui s'accroît renforce les Européens dans leur méfiance et dans leur attitude de repli sur soi. La compagnie néerlandaise des Indes orientales ne savait pas comment les indigènes réagiraient à la présence des Européens. Elle a fait construire un premier fort pour protéger la colonie hollandaise contre les indigènes. Ce premier fort devient le quartier général politique et militaire de la compagnie. La compagnie des Indes orientales est maintenant solidement établie, écrit Riebeck quelques années après son arrivée. Mais aux Pays-Bas, les responsables de la compagnie désapprouvent l'expansion de la colonie et le font savoir. La lecture de vos missives nous laisse avec l'impression que vous êtes sur le point de bâtir une ville et d'agrandir la colonie. Notre opinion est que vous devriez renoncer à cette idée. En réponse, Riebeck assure à ces messieurs d'Amsterdam qu'il n'a aucune intention de ce genre. Dans les faits, il y a longtemps que la colonie ne se limite plus à quelques potagers et vergers fortifiés. En 1666, Riebeck entame la construction d'un fort en moellon qui a subsisté jusqu'à nos jours. Le château a été bâti en pierre pour deux raisons. D'abord parce que les murs en argile résistent mal à la pluie, mais aussi pour marquer l'intention des colons de s'installer durablement. Au Cap, la compagnie dispose des mêmes pouvoirs qu'un gouvernement et d'une armée de plus en plus puissante. Pour garantir son expansion, elle fait ériger des postes avancés. L'un des premiers est installé à Stellenbosch. Chaque poste est doté de son propre arsenal. Ainsi, la compagnie peut imposer son bon vouloir à tout moment et dispose d'armes pour organiser des campagnes de chasse. Pour l'historien Nigel Penn, cette stratégie va avoir des conséquences décisives. Les conflits directs entre les Hollandais et les Khoisan se sont révélés désastreux, mais la manière de chasser des Hollandais aussi. Pour les Khoikhoi et les San, le gros gibier était une ressource essentielle. Les San vivaient de la chasse et de la cueillette, mais les Khoikhoi préféraient eux aussi manger du gibier plutôt que leurs propres bêtes. Quand les Hollandais ont commencé à investir leur territoire et à exterminer le gibier avec leurs armes à feu, le résultat a été catastrophique. Les Hollandais appréciaient particulièrement les éléphants en raison de leur ivoire, mais ils abattaient aussi des élans. Pour les San, l'élan n'était pas un animal comme les autres. Il occupait une place importante dans leur univers religieux et symbolique. La disparition des troupeaux d'élans constituait une menace directe pour leur existence. Dans la culture San, l'élan est un animal doté de pouvoirs particuliers. Il fait partie du cycle de la vie. Pour devenir un homme, un adolescent doit avoir abattu son premier élan. Les femmes qui viennent de se marier s'enduisent de graisse d'élan pour accroître leur fécondité. Le sang d'un élan peut faire tomber la pluie. Comment savons-nous tout cela? Les San n'ont pas laissé de traces écrites, mais leur histoire est riche en anecdotes et en récits. Au XIXe siècle, Diakwen, Inai, Kabo, Hankaso et d'autres San se sont confiés à un couple de chercheurs allemands. L'historienne Pippa Scottness a étudié ces entretiens, des documents longtemps oubliés que les chercheurs n'ont commencé à exploiter que très récemment. Ce sont les seuls témoignages permettant de décrypter l'univers des San.
Grâce à ces entretiens, les chercheurs en savent aujourd'hui un peu plus sur la mythologie complexe des San. De nos jours, la culture, la langue et les croyances des Bushmen, comme on les a longtemps appelés, ont presque totalement disparu. Ces témoignages proviennent de gens qui vivaient à l'intérieur des terres au nord du Cap. C'est un territoire immense. Dans l'un des témoignages, il est appelé l'endroit vide. Ce n'était pas un lieu caractérisé par des signes distinctifs très marqués. Il y avait quelques collines, quelques rochers, un point d'eau par-ci par-là. Mais dans l'ensemble, c'était une vaste étendue déserte. Mais elle n'était pas vide. Il y avait d'énormes troupeaux d'animaux. Et elle était habitée par quelques groupes isolés d'indigènes et par les histoires que ces hommes se racontaient. L'un de ces récits est celui d'un animal faiseur de pluie. Le mâle apporte une pluie dévastatrice, la tempête, l'orage, la foudre et la grêle. La femelle, symbole de douceur, apporte la pluie bienfaisante, celle qui protège de la sécheresse et fertilise la terre. L'animal faiseur de pluie arpente le territoire sur ses longues pattes. Les chercheurs allemands ont établi un mémento et un dictionnaire sommaire de la langue des San qui n'est plus usité de nos jours. Le sens précis d'un grand nombre de vocables dépend des caractéristiques du paysage environnant. Dans ce dictionnaire, on trouve par exemple le mot courir. Les San utilisent plusieurs termes. Alors que pour nous, courir est une activité physique, une manière de mouvoir notre corps, pour les San, c'était une relation à l'espace, au paysage, au soleil qui brillait au-dessus de leur tête et au sable sous leurs pieds. Il y avait courir en lançant une flèche, ou bien courir contre le vent. La langue faisait corps avec les paysages et avec les particularités du terrain. Les entretiens révèlent aussi nombre de détails sur les rites et les coutumes des San. Ils sont une aide précieuse pour les chercheurs qui tentent d'interpréter les peintures rupestres. Ici, on voit un homme qui agrippe la queue d'un élan à l'agonie. La question qui se pose, c'est pourquoi un homme tiendrait-il la queue d'un élan en train de mourir? En examinant attentivement la position du corps, on s'aperçoit que cette position a une dimension symbolique. Vous voyez, ses jambes se croisent et ses pieds sont en fait des sabots d'élan. Le chasseur prend les traits de l'animal, il se transforme en élan. Mais pourquoi ses jambes se croisent-elles? Les pattes de l'élan sont également croisées. C'est une façon de symboliser la mort. Ce que le peintre nous dit, c'est que ce n'est pas seulement l'élan qui est en train de mourir, mais aussi l'homme. Pour comprendre cela, il faut avoir quelques notions de la religion et des pratiques rituelles des San. Les habitants du désert du Kalahari exécutent aujourd'hui encore des danses rituelles qui se terminent par une phase de transe. Dans leur croyance, la force vitale passe par la moelle épinière. Elle explose dans la tête, comme on le voit ici, et elle chasse l'esprit hors de la tête pour qu'il rejoigne le domaine des esprits. Le mot qu'ils utilisent pour tomber en transe, c'est le mot « mourir ». Nous disons « tomber en transe », eux ils disent « mourir ». Ils établissent un lien symbolique entre l'animal à l'agonie et l'homme en train de mourir. L'homme s'accapare la force de l'antilope qui meurt. C'est un exemple de la symbolique très complexe qui est au cœur de la religion des San. À leur tour, les San sont contraints de céder la place aux Européens. Comme les Khoikhoi, ils sont repoussés vers l'intérieur des terres. Leur territoire diminue sans cesse. Mais avec leur espace vital, ils perdent également leur point de repère et leur identité. Leur mode de vie et leur compréhension du monde dépendent de leur environnement. Sans ce dernier, leur système de référence se vide de son sens.
Peu de San ont survécu à la confrontation avec les Européens. Krotoa, la jeune femme Khoikhoi, vit entre deux univers. Elle reste attachée à sa famille, au sein de laquelle certains lui reprochent pourtant de s'être trop facilement accoutumée au style de vie des Hollandais. Quand elle revenait chez la femme du commandant, elle se dépouillait de ses vêtements de peau de bête pour revêtir ses habits européens. Et elle promettait qu'elle n'avait pas oublié Dieu notre Seigneur durant son séjour chez les siens. Les Pays-Bas ne sont pas un pays d'émigration, pas plus que la colonie du Cap n'est une terre d'immigration. Sa population n'augmente pas notablement. Pourtant, dès les débuts de la colonie, les besoins en main-d'œuvre sont considérables. Riebeck sait que les Khoikhoi sont ses seuls partenaires commerciaux et qu'il ne peut pas se permettre de les réduire en esclavage. L'idée l'a pourtant effleuré. Le hasard va lui venir en aide. En mars 1658, le Amersfoort jette l'ancre dans le port du Cap. Le Amersfoort vient d'arraisonner un vaisseau portugais qui faisait route vers le Brésil. Son butin, 170 esclaves angolais. Ils sont débarqués en Afrique du Sud. « 80 d'entre eux n'ont pas survécu à la traversée. Leurs noms sont mentionnés sur une liste dite des nègres morts. Les captifs angolais sont aussitôt pris en charge. Le recensement des esclaves angolais des deux sexes, provenant de la prise portugaise de l'Amersfoort, a été effectué. Leurs identités ont été consignées. Et nous avons attribué un nom à ceux qui n'en avaient pas, les couples, les célibataires, les jeunes et les vieux. L'opération a été supervisée par le commandant. La compagnie prend possession des esclaves et ne tarde pas à en exiger d'autres. Pour la colonie qui ne cesse de s'étendre, l'arrivée de cette force de travail bon marché tombe à point nommé. Depuis quelque temps déjà, les employés ne parviennent plus à accomplir l'ensemble des tâches qui leur incombent. La colonie du Cap se lance dans la traite des esclaves et envoie des acheteurs au Mozambique et à Madagascar. Dès la fin du XVIIe siècle, la compagnie dispose d'environ 1300 esclaves. Le fournisseur principal est le comptoir de la Compagnie des Indes orientales à Batavia, aujourd'hui Jakarta. Il vend des esclaves originaires d'Indonésie et de Malaisie. Les esclaves de la compagnie étaient affectés aux travaux publics. Ils réparaient les routes et les bâtiments et en construisaient de nouveaux pour la compagnie. Ils ont travaillé à la construction du fort, par exemple. Les esclaves asiatiques sont employés en priorité dans la construction. Ils construisent ainsi ce qui deviendra leur futur logement, la maison des esclaves de la compagnie. Une description indique qu'il n'y avait pas de fenêtres donnant sur la rue, juste quelques ouvertures étroites sur la cour intérieure. L'endroit était sombre et les épidémies étaient fréquentes. La maison des esclaves a été réaménagée au XIXe siècle, mais la cour intérieure est restée intacte. Pendant presque 2 siècles, jusqu'à 600 esclaves ont vécu entassés ici. Un tiers d'entre eux y a trouvé la mort. Les gens comparaient cette maison à une prison. Quand vous entriez et que les portes se refermaient, c'était terminé. Les besoins en main-d'œuvre de la compagnie sont désormais satisfaits. Le 9 mai 1658, les premiers esclaves, mâles ou femelles, ont été vendus à des citoyens et à des intendants entre 50 et 100 florins par individu. Les esclaves ne sont pas considérés comme des êtres humains, mais comme des biens mobiliers, susceptibles d'être vendus librement. Les transactions font l'objet d'une comptabilité précise. Quand les esclaves arrivaient au Cap,
Leurs nouveaux propriétaires commençaient par leur donner un nom, janvier ou février selon le mois en cours, ou un nom tiré de la mythologie grecque, Hercule par exemple. Cela signifie que dès leur arrivée, ils perdaient tout lien avec leur vie antérieure, leurs origines et leur famille. Pour les Européens du Cap, les esclaves vont très vite s'avérer indispensables. Leur travail assure le confort des employés et des citoyens libres. Tout le système reposait sur la possession d'esclaves. Ils étaient la colonne vertébrale de la compagnie. Et dans tous les foyers, presque tout le monde possédait un esclave, d'une manière ou d'une autre. Dans les familles, les esclaves sont utilisés comme artisans, travailleurs agricoles ou domestiques. Dans un foyer, il y avait très souvent plus d'esclaves que de personnes libres. Dans une maisonnée d'une trentaine de personnes, il pouvait y avoir 10 membres de la famille et 20 esclaves. La vie des esclaves est rythmée par une cloche. Bientôt, la colonie ne peut plus se passer d'eux. Notamment dans les domaines viticoles. La terre et le climat du sud de l'Afrique se prêtent idéalement à la viticulture, ce qui n'a pas échappé à Jan van Riebeeck. Il fait venir des pieds de vigne des Pays-Bas. Le 2 février 1659, l'expérience porte ses premiers fruits. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons pressé les premiers grains du raisin du Cap et prélevé dans la cuve une petite quantité de mou. Il s'agit principalement de muscat, mais aussi d'autres grains de raisin ronds et blancs. Le bouquet et le goût sont excellents. Le raisin espagnol, en revanche, est encore loin d'être mûr. Mais les premiers colons s'avèrent de piètres vignerons. Lorsqu'en 1688, des huguenots français débarquent au Cap, Riebeeck ne cache pas sa satisfaction. Au plan de vigne qu'ils ont pris soin d'emporter, ils ajoutent aussi leur savoir-faire. Autour de la ville du Cap, de nombreux domaines viticoles apparaissent. Sous le soleil de l'Afrique du Sud, la vigne prospère et les récoltes sont abondantes. Le vin devient rapidement un produit d'exportation très demandé. Jan van Riebeeck veut à présent explorer l'arrière-pays du Cap. Il décide de monter une expédition. Pieter van Meerhof, un médecin récemment arrivé au Cap, sera chargé de la conduire. Chez les Riebeeck, il fait la connaissance de Krotoa, que toute la maison appelle Eva. Il est indéniable que je ressens pour Eva une attirance réelle, même si je n'ose encore me l'avouer. La première fois que je l'ai vue, j'ai eu l'impression que toutes les qualités des femmes primitives se sont rassemblées en elle. Elle est comme Ève avant le péché originel. Sa fierté naturelle m'a fait forte impression. Voilà ce qu'écrit Meerhof aux siens en 1661. L'expédition est un succès. D'autres suivront bientôt. La colonisation ne cesse de progresser. Au cours du XVIIIe siècle, la frontière est repoussée d'environ 400 km vers le nord et de 800 km vers l'est. L'expansion ne s'arrête que devant les obstacles naturels, l'océan, les déserts ou les massifs montagneux. Les premières avancées ne se heurtent à aucune résistance particulière. Aussi, quand une terre est épuisée, les colons s'installent plus loin, ce qui leur vaudra leur surnom de trekboer, paysans itinérants. Au lieu d'entretenir la terre, ils se remettent en route, encouragés en cela par la compagnie, qui accorde généreusement des licences d'exploitation et contribue ainsi à une dilapidation des terres arables. Conséquence directe, un nombre infime de colons occupent un territoire immense dont ils revendiquent la propriété. La seule règle existante stipule qu'entre deux fermes, la distance minimale doit être d'1 heure de route. Qui aurait pu prédire cela? Moi, Pieter van Meerhof, explorateur, je suis devenu en peu de temps diplomate,
Tu seras heureux d'apprendre que je suis le premier homme blanc à avoir rencontré les membres d'une peuplade appelée les Namaka et avoir été reçu amicalement par eux. C'est ce qu'écrit Van Merhove dans une lettre à un ami. Les peuples autochtones ne se doutent pas des conséquences de leur rencontre avec les Européens. Les expéditions qui se succèdent annoncent pourtant de futures appropriations territoriales. Bientôt, de plus en plus d'indigènes seront chassés de leurs terres. À partir du moment où les colons ont voulu occuper des territoires indispensables à la survie des indigènes, la résistance a atteint son paroxysme. Ce changement d'attitude est illustré par les combats acharnés qui ont eu lieu dans la vallée de Tulbagh. Les colons y sont arrivés vers 1775 et les Khoisan qui vivaient dans les montagnes environnantes les ont attaqués peu de temps après. Le conflit prend très vite une nouvelle dimension. Les Européens sont confiants dans leur supériorité militaire. Les missions d'exploration se transforment en raids d'occupation. Les Khoikhoi tentent de se défendre. Les combats qui s'engagent dans les montagnes vont durer plus d'une trentaine d'années. Stratégiquement, les options des indigènes étaient très limitées. Ils n'étaient pas assez forts pour vaincre les Hollandais et encore moins pour les chasser totalement d'Afrique. Et donc, ils se sont lancés dans une sorte de guérilla. Au début, les Khoisan conservent l'avantage grâce à leur connaissance du terrain. Mais les Hollandais, qui s'appellent désormais les Boers, mènent une guerre d'extermination qui ne laissera que peu de survivants. Entre les armes à feu d'un côté et les arcs et les flèches de l'autre, le combat est inégal. Quelques années plus tôt, Jan van Riebeeck a consigné les premières doléances des Khoikhoi par écrit. Les Khoikhoi se plaignent que les Hollandais occupent de plus en plus de terres. Ils veulent savoir si eux-mêmes seraient autorisés à se comporter de la sorte s'ils se rendaient aux Pays-Bas. Pourquoi ne restez-vous pas au fort, disent-ils? Pourquoi voulez-vous nos meilleures terres? Si le pays n'est pas assez vaste, qui doit reculer? Le propriétaire légitime ou l'envahisseur étranger? Je n'ai finalement pas eu d'autre choix que de leur dire que la terre était perdue pour eux, que nous comptions la conserver et que c'était irrévocable. Avec l'expansion de la colonie, les Khoikhoi sont soumis à la juridiction hollandaise. Ce changement de statut était symbolisé par la remise au chef Khoikhoi d'un bâton de commandement rehaussé de cuivre. Cela signifiait qu'il était soumis à l'autorité des Hollandais. On peut penser que cela autorisait les colons à s'immiscer dans les affaires des Khoikhoi et à les faire passer devant un magistrat qui appliquait les lois hollandaises. Les Khoikhoi sont ainsi régulièrement jugés pour des affaires de vol de bétail. Si nous essayons de vous empêcher d'acquérir des têtes de bétail, n'est-ce pas pour éviter que vous confisquiez nos pâturages pour les nourrir? Mais aux yeux de la législation hollandaise, les Khoikhoi n'étaient pas considérés à l'égal des Européens. Leur parole était sans valeur, puisqu'ils n'étaient pas chrétiens. Ils ne pouvaient pas prêter serment devant la cour, et leurs témoignages étaient généralement jugés irrecevables. Peter Van Merhove écrit à sa famille pour l'informer d'une grande nouvelle. Parmi les femmes de colons que j'ai rencontrées, aucune n'a autant de qualité qu'Eva. Certaines sont gênées par notre relation, voire irritées d'être ainsi mises sur le même plan qu'une femme d'aussi basse extraction. Mais Eva est respectée de tous. Les Riebeeck sont pour elle comme des parents adoptifs. Elle dit que grâce à eux, elle a un cœur Khoikhoi et un cœur hollandais, et qu'elle leur doit aussi d'avoir rencontré le vrai Dieu. J'ai la ferme intention de l'épouser. En attendant, elle se prépare au baptême. Krotoa sera la première Khoikhoi à avoir des enfants avec un Européen. Cela lui vaudra plus tard le surnom de mère originelle. La colonie ne cesse de s'étendre. La compagnie demande à Amsterdam quel nom donner à la ville qui est en train de naître.
mais elle n'obtient aucune réponse. Aux Pays-Bas, on pense toujours que la colonie n'est qu'un comptoir d'approvisionnement. Qu'à cela ne tienne. Les employés décideront eux-mêmes. Leur ville, le fleuron de leur colonie, s'appellera le Cap. En 1795, l'autonomie acquise par les employés de la compagnie prend brutalement fin avec l'arrivée des Anglais. Ils font valoir leurs droits sur le Cap en rappelant qu'ils ont été les premiers à y fonder brièvement une petite colonie dès 1620. Les Anglais débarquent à un moment où l'Europe est en guerre. Les révolutionnaires français occupent les Pays-Bas. La Grande-Bretagne veut absolument éviter que la colonie du Cap ne tombe, elle aussi, aux mains de l'ennemi français. Les Hollandais sont obligés de se soumettre. C'est le début de l'ère britannique au Cap. Tous ces développements, Crotoy ne les vivra pas. Son mari meurt au cours d'une expédition en 1667 et Jan van Riebeeck renonce à ses fonctions de commandant. Crotoy perd tous ses soutiens. Elle n'est plus une Khoï-Khoï, mais elle n'est pas non plus devenue une Hollandaise. Sa rencontre avec les Européens ne lui a pas porté chance. Dans un instant, le jour se lèvera à nouveau sur l'Afrique du Sud. La deuxième partie de notre documentaire va parcourir les années allant de 1795 à 1913.